Euh, Juste, je fais une petite introduction très, très bref. Déjà pour remercier Simon et Zerm d'avoir accepté de participer à l'exposition, donc qui s'est terminée, comme beaucoup de choses, il y a quelques jours. D'avoir également accepté de faire cette dernière conférence dans un contexte un peu particulier, puisqu'on a réussi à faire l'ensemble des conférences avec les acteurs de l'exposition dans l'espace Agora de l'exposition. Donc malheureusement, celle-ci se fera à distance confinée. Juste quelques mots sur Zerm quand même. Zerm qui est donc un collectif, du moins une association d'architecture fondée en 2015, mais Simon, je pense qu'il reviendra aussi sur la question du statut juridique et peut-être le fonctionnement de Zerm, qui est vraiment une association qui s'attelle à la construction à partir du réemploi, puisque eux-mêmes ont la gestion d'une ressourcerie qui les associe à l'ensemble de leurs projets. Et la particularité, ce qui nous intéressait, et c'était la raison pour laquelle on les avait invités à participer à l'exposition, c'est qu'ils ont remporté récemment donc un appel d'offres lancé par la ville de Roubaix pour l'usage transitoire du couvent des Clarisses à Roubaix pour une durée de 3 ans, qu'ils occupent actuellement, dans lequel ils sont installés, dans lequel ils ont également monté ce qui a été la maison POC Économie circulaire pendant l'événement de la capitale mondiale du design, et qui est aujourd'hui un projet sur lequel ils s'attellent à le transformer, et je crois que ces termes sont les vôtres, en laboratoire de la frugalité appliquée, et ce qui est une assez belle idée, avec toute une série de procédés sur lesquels Simon reviendra, et qui figurait dans l'exposition avec Zerm et avec beaucoup d'autres contributeurs sur des questions liées à la réhabilitation low-tech, à la question de comment on travaille avec le patrimoine local, comment on peut mener aussi un travail avec les habitants, etc., etc. En tout cas, voilà. Merci Simon, et je te laisse et je te cède la parole. Hop. Eh ben, bonjour à tous. Bon, c'est un petit peu bizarre pour nous enfin pour moi en tout cas de m'adresser comme ça, je ne sais pas trop à qui je m'adresse. Donc voilà, je commence. Sachez qu'il y a du coup un chat sur Zoom sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions et on y répondra à la fin si j'ai bien compris. Donc je commence le partage d'écran. Donc nous, on est effectivement, je représente l'association ZERM, donc là je suis tout seul ce soir, mais on est 9. On n'est plus que des architectes maintenant, même si au début on était tous étudiants de l'école d'architecture de Lille. Donc là, ce que je vous présente, ça va être c'est un travail modeste, régional, en critique constante, ouverte. Donc je vous présente ce qu'on est en train de faire et surtout pourquoi on est arrivé à faire ce lit à baldaquin aux usages du monde dans cette exposition. Je remercie Mathieu de nous avoir invités d'ailleurs. Je précise aussi que je fais cette présentation avec Emma Cognier, qui est designer textile à Bruxelles et qui nous a aidés sur la fabrication de ce lit. Donc, ZERM, c'est une association d'architectes, du coup, effectivement, qui a été qui a été mis sur pied en 2015 autour de la question de la réhabilitation. Et c'est un terme qu'on prend de manière extrêmement large, disons, au sens moral du terme, c'est-à-dire que c'est redonner de la pertinence à quelqu'un ou quelque chose dans un contexte, dans un système donné. Et donc, ça nous a amené à nous concentrer sur un certain nombre de projets. Et donc, le dernier en date, disons, c'est ce lit que vous voyez là, qu'on a appelé 100 watts. Et pour vous expliquer un petit peu tout ça, je vais vous expliquer les autres projets qui nous ont amenés à réfléchir à ça. Alors, voilà, une association, ça c'est nous, 2015. La première chose, le premier, disons, angle d'attaque
qu'on a eu sur la question de la réhabilitation, c'est à l'échelle du matériau ou des objets. Et c'est sur la question du réemploi. Donc on a fondé le Parpaing, qui est un un petit comptoir de matériaux de réemploi. Là, vous voyez la première version physique, qui était en fait une grosse étagère finalement, où on a commencé à stocker des matériaux. Dans un premier temps, c'était pour les remettre en place dans nos projets à nous, pour des questions d'impact environnementaux, mais aussi pour des questions de conception, de plaisir à à les concevoir avec des formes qu'on avait touchées, qu'on avait expérimentées, qui avaient une histoire, qui avaient une certaine, une sorte de régionalisme aussi des fois, voilà. Donc ça, c'est la version physique. On a mis aussi en place une version numérique, donc qui est ni plus ni moins qu'un site internet pour les utilisateurs. Donc voilà, on peut aller mettre un certain nombre de filtres et réserver des matériaux. Pour nous, en version administratrice, c'est un petit peu tout l'inventaire qui se met là parce on a mis au point, bon, alors encore une fois, je vous le dis, c'est tout à fait ouvert à évolution, développement et critique, mais ça nous a permis de mettre au point un rapport avec ces matériaux, avec le coût de ces matériaux surtout, euh, à savoir le coût de travail, le coût ou des coûts plus spéculatifs, des coûts d'échange qui vont avoir qu'on va devoir essayer d'estimer un petit peu au fur et à mesure sur le tas. Mais d'abord et avant tout, le parpaing, c'est un certain nombre de chantiers de déconstruction, enfin de démolition surtout au début. Donc c'est aussi toute cette, je vais dire ce truc, on ne sait pas trop ce que c'est. Le dur se transforme, se mélange avec le mou. C'est des moments qui sont un petit peu, enfin, que nous, qui nous fascinaient, qui nous fascinent toujours et où des fois on retrouve une certaine forme d'harmonie, des fois pas du tout. Euh, Par exemple, cette image-là, il y a une espèce de composition avec les couleurs aussi qui nous a vachement intrigués dès le début. Et c'est à partir de ce genre de situation qu'on a un petit peu tout seul à essayer de commencer à tirer des fils, des hypothèses sur la construction des matériaux, sur leur dépose, leur repose, sur leur énergie grise, sur l'impact qu'ils ont en tant que tel, sur l'impact qu'ils ont quand on les transporte, quand on les modifie. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de petits jalons à mettre au fur et à mesure pour essayer de comprendre ce à quoi on a affaire. Et ce qui reste un savoir qui est toujours à l'heure actuelle assez peu enseigné. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'école qui va aller allier des connaissances de déconstruction, d'histoire, de design, enfin en tout cas pas beaucoup, je les ignore peut-être. Mais en tout cas, nous, on essaie d'apprendre comme ça au fur et à mesure sur le tas. Et puis ça nous permet aussi quand même beaucoup de comprendre comment sont faites les choses. Je vous laisserai poser des questions si jamais il y en a. Quand je dis sont faites les choses, bah là typiquement c'est l'intérieur d'un bloc béton, c'est typiquement la face qu'on ne voit pas d'habitude, qui est derrière le parement et ça a toujours été assez intéressant d'aller, d'un coup voir, ce qui se passait derrière. Donc le parpaing c'est ça et puis ça a donné, lieu, bah, voilà donc à des prétextes pour aller, bon là à droite c'est un petit travail qu'on avait fait avec, un graphiste qui s'appelle Antoine Laurent. Il a fait ça, mais ça a surtout donné lieu à des recherches, sous forme d'études de faisabilité, de choses comme ça. Donc là, c'est, l'image de gauche, c'était la couverture d'une étude de faisabilité qu'on a fait pour Bouygues Bâtiment Nord-Est, sur, le site de la Maillerie, donc c'est l'ancien centre de traitement des Trois Suisses. Et en fait, dit d'une autre manière, c'est du temps, qui du coup qui se retrouve un petit peu financé pour aller réfléchir à ce qu'il y a dessous, heu cette organisation des démolisseurs, des CCTP, comment on intervient, dans un chantier de démolition qui est encore, je dirais plus, beaucoup plus sujet à à spéculation, à négociation constante que le monde de la construction. Donc on a fait à cette époque une hypothèse qui est celle de l'avènement d'une vraie économie de réemploi, et dans ce paysage, il y avait, des acteurs qui manquaient, puis des acteurs qui avaient besoin d'évoluer.
Alors, ceux qui ont besoin d'évoluer, selon nous, c'est les démolisseurs qui ont absolument besoin de se transformer en déconstructeurs. Et il est évident que, c'est bien mieux dans ce sens-là que d'aller, créer un nouvel acteur, un nouvel professionnel qui serait déconstructeur depuis le début, là où le démolisseur a déjà, toute la culture, le savoir-faire, enfin en partie, les machines et tout ça. Puis il y a des acteurs qui manquent dans ce panorama et c'est notamment les revendeurs de matériaux de réemploi ou, peut-être les certificateurs, par exemple. Donc, pour cette étude, on a essayé de se concentrer sur peu de matériaux, sur 3 en particulier, enfin 3 mises en œuvre, mais de A à Z, c'est-à-dire des gisements, jusqu'à, la mise en œuvre, le plus raisonnable possible, le plus réaliste possible et donc, il y a beaucoup de terre cuite. Dans le Nord, on a des centres de traitement dans le Nord et en Belgique, je parle surtout, on a des centres de traitement de déchets minéraux, qui contiennent des énormes montagnes de terre, cuite comme ça. Et tout de suite, on a l'intuition de se dire: «Ben, en fait, ces matériaux, ils prennent de la valeur dès qu'on a, quelque chose à leur, opposer, en tout cas leur offrir plutôt, dans la maîtrise d'œuvre, dans la pose». Donc, on a commencé à essayer d'associer, des maîtrises d'œuvre, des pas des pardon, des mises en œuvre, pardon, avec, un certain nombre de gisements. Donc là, ça la terre cuite, on voit, en haut à droite un c'est un tuileau, donc en fait, le terrazzo, c'est devenu, pas mal à la mode depuis, donc je pense qu'on voit à peu près ce que c'est. Le tuileau, c'était un petit peu l'équivalent, mais avant, on en a trouvé même dans les civilisations étrusques, en tout cas romaines, c'est sûr, et on l'a utilisé pour aller, faire des sols minéraux comme ça, qui avaient une résistance hydraulique beaucoup plus forte, que les liants à base de chaux aérienne. Heu et donc on les utilisait pour des citernes, pour des endroits où il y avait de l'eau aussi, heu, pour les hypocauses, des choses comme ça. Et donc avec toute cette étude, on a petit à petit, remis des pièces du puzzle, et je dis bien remettre parce que c'est des choses qu'on redécouvre. Le réemploi n'est pas quelque chose de neuf, c'est quelque chose qui se faisait très bien jusqu'au 19e siècle, et en fait, on est en train d'essayer de redigérer ces pratiques, heu, aujourd'hui dans notre société avec, les gens qui nous entourent, mais c'est quelque chose qui a fonctionné bien mieux à une autre époque. Et donc on allait, se remettre dans toute cette histoire de la des liants hydrauliques, enfin au début pas hydrauliques, puis de plus en plus hydrauliques. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui une chaux hydraulique, ce n'est finalement la matière première à laquelle on ajoute, enfin du calcaire auquel on ajoute, justement de la terre, cuite, enfin de l'argile qui cuit avec la cuisson du calcaire et qui va produire, un certain nombre de je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais des composants à la cuisson qui vont, produire des relations d'hydraulicité qui vont rendre le matériau beaucoup plus dur. Donc en fait, on se rend compte que là, quand on arrive à décrypter un peu ces choses-là, on se dit: «Bah, en fait, il y a de la valeur là dans ces déchets». Il suffit de savoir la voir un petit peu, de prendre le temps d'aller heu, un petit peu, voilà, fouiller, ce qu'il peut y avoir, et il y a de la valeur, et du coup, on imagine des mises en œuvre, qui peuvent être, assez enthousiasmantes derrière. Donc l'image, du bas à droite, c'est un tuyau, ancien, et le du haut, c'est un tuyau récent. Après, on a réfléchi aussi à toutes ces chutes, ces sections, de bois qui sont, bah, il y en a plein, qui est classé en 2 catégories, par les démolisseurs, celui qu'on est obligé de brûler et celui qu'on peut, éventuellement recycler. Et ça nous intéresse aussi parce qu'en fait, dans le réemploi, on a compris quand même il y a quelque temps que, dans tous les matériaux, enfin, il ne faudrait pas dire matériaux, dans tous les objets heu, qu'on est amené à rencontrer, hem, disons qu'il y a un certain nombre de familles, et surtout nous, on adapte notre rapport à ces objets par rapport à la question économique parce que, ça c'est notre hypothèse, je ne dis pas du tout que c'est la seule qu'il faut avoir, mais notre hypothèse, c'est que, cette économie du remploi, elle fonctionnera que si on la confronte absolument à l'économie, à la question économique, dès le début.
Après, on pourrait dire que ce sont des pratiques qui sont subventionnées à 100%, et dans ce cas-là, pas de problème, on n'est pas forcément obligé d'aller se mettre dans ces questions-là. Mais nous, notre hypothèse, c'est de dire que oui, il faut y aller parce que sinon ça ne prendra pas. Et donc, on va avoir affaire à des matériaux qui sont, dont la dépose est très facile, heu, et très, ne demandent pas beaucoup de travail, et donc elles nous coûtent peu. Mais par contre, ils ont eux-mêmes très peu de valeur ajoutée, et donc c'est pas top. Il y a aussi, des matériaux qui vont avoir, beaucoup de valeur ajoutée, qu'elle soit patrimoniale, de design, de valeur marchande, peu importe, et qui vont nécessiter, souvent beaucoup de travail, de technique, ou parce que, il est entouré ou englobé de matériaux polluantes ou dangereuses pour la santé. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça, comme le plomb, les peintures au plomb, et donc du coup, là, on a une valeur ajoutée très forte, mais c'est aussi un travail très conséquent qui coûte du coup, heu, qui coûte cher, et donc du coup, là, on peut le faire, mais il y a beaucoup de risques, et puis il faut de la trésorerie. Et puis entre les 2, il y a des matériaux, qui est le grand ensemble des matériaux qu'on peut appeler réemployables facilement aujourd'hui, qui sont des matériaux, qu'on peut aller, récupérer assez facilement, déposer assez facilement, du second œuvre, voire même du mobilier, et revendre assez facilement. Et ça, c'est, le début, c'est la «porte d'entrée facile» entre guillemets dans, cette économie du réemploi. Mais ça nous a toujours assez intéressé d'aller, heu, essayer d'éprouver ses limites, jusqu'à où on peut aller, gratter et étendre un petit peu ses limites. Et typiquement le bois, les sections de bois comme ça, pleines de clous, toutes, souvent gauche, tout ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile à réemployer de manière raisonnable dans un modèle économique, à peu près, à peu près raisonné, parce que ça engendre des coûts énormes, et c'est extrêmement difficile aujourd'hui d'aller, faire, le minimum de travail nécessaire, et puis d'aller, valoriser une pièce de bois, comme celle qu'on voit à gauche, moins cher que le roi Merlin. C'est quasiment impossible. Donc pareil, on s'est dit: «Bah, là, on a un peu de temps pour réfléchir, on peut aller regarder, savoir s'il y a pas des mises en œuvre qui vont dégrader un petit peu l'information des matériaux, des objets, mais qui vont permettre de lui redonner une autre valeur». Donc on a développé une question sur le bois debout, donc qui sont des petites pièces, de bois comme ça, dont les fibres sont verticales, et qu'on utilise encore de temps en temps, comme, pavement pour le sol. Londres a été, pendant un temps, toutes les rues, enfin pas toutes les rues, mais pas mal de rues de Londres, étaient pavées pendant un moment comme ça. On retrouve pas mal de choses, et voilà. La dernière chose, c'était, les fenêtres, les menuiseries, et en fait, pareil, le gisement, c'est quoi le gisement des menuiseries? On se rend compte que les menuiseries en bois, on en dépose assez peu. Enfin, on commence à ça commence à s'épuiser un petit peu, les vieilles menuiseries en bois, et puis en fait, la menuiserie en PVC, on en a énormément. A priori, vu, les temps, donc la durée de vie de ces matériaux-là, de ces objets, et l'année de fabrication et de pose massive, par exemple des menuiseries en aluminium, on sait qu'on va en avoir, bientôt, ça va commencer à venir aussi. Bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, ces menuiseries, elles sont clairement, pas du tout aussi, performantes que ce qu'on pourrait, attendre d'une fenêtre aujourd'hui. Et paf, pareil, nouvelle, occasion d'aller, regarder ce qui se faisait un petit peu avant, et la double fenêtre qu'on met encore aujourd'hui pas mal pour des questions acoustiques, c'est-à-dire c'est pas un double vitrage, mais c'est 2 fenêtres l'une devant l'autre, comme on voit sur la fenêtre en haut à droite. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, finalement, on peut avoir le choix entre, un double vitrage, enfin, ou en tout cas, 2 parois comme ça transparentes, ou une seule, parce qu'on peut en ouvrir une des 2. On va avoir des phénomènes de convection qui se produisent à l'intérieur entre les 2 qui sont intéressants. Voilà, et finalement, l'image au milieu, enfin en bas à droite, qui est une fenêtre, pariétodynamique, qui est des choses, sont des fenêtres, de menuiserie qui sont en étude encore aujourd'hui, et qui est très complexe, avec, un certain nombre de flux d'air, qui va aller récupérer en rentrant les calories de l'air, enfin les calories de la maison qui s'échappent, des choses très, très techniques. Finalement, on peut imaginer avoir des comportements similaires avec des doubles fenêtres, si on revient sur quelque chose d'assez low-tech, et surtout qui redonne de la valeur à ce gisement, et heu et voilà. Donc c'est ce genre d'études qu'on faisait avec le parfum, et ça nous a donné l'occasion d'aller, encore une fois, comme pour la terre cuite, d'aller, réfléchir, comprendre un petit peu mieux les matériaux, et c'est quand même franchement la base
ce genre d'initiative. Comment ça fonctionne le bois? Et ben, effectivement, ça marche pas pareil, il y a pas les mêmes retraits de manière, en radial, en transversal, en perpendiculaire, voilà. Donc ça, c'est une super source de recherche. Donc ça, c'est des petits dessins qu'on a mis dans ce rapport pour, essayer d'aller remettre de la valeur dans ces matériaux qui sont encore, souvent des déchets. Voilà, alors ça, c'était l'échelle du matériau, enfin encore une fois, pardon, de l'objet. Et puis la réhabilitation, on en a parlé, on en parle, on y réfléchit, encore et beaucoup au niveau du bâtiment, sachant qu'en fait, pour nous, le réemploi, surtout pour des questions, de bon, patrimoniales, disons, pour aller vite, et puis pour des questions d'impact environnementaux, heu, en fait, ça nous paraît assez important de suivre une, une grille, mais que bon, qui commence à devenir, assez commune, mais qui est de dire, d'abord on réutilise, ensuite si on ne peut pas réutiliser, on réhabilite, si on ne peut pas réhabiliter, on réemploie, si on ne peut pas réemployer, on recycle, si on ne peut pas recycler, on jette. Mais on va jamais, en tout cas nous, on va jamais, sauter une de ces étapes. Donc ça veut dire qu'il y a un paradoxe, on nous sommes passionnés de réemploi et nous sommes contre toute forme de destruction à la base. Voilà, c'est une forme de paradoxe, heu, mais qui va nous amener à dire effectivement, dans un bâtiment, on va toujours essayer d'abord de laisser les matériaux en place, là où ils ne nécessitent finalement pas tout le travail que nécessite le réemploi. Ça veut pas dire qu'ils ne nécessitent pas de travail, mais quand même, voilà. Et donc à l'échelle du bâtiment, on s'est essayé, assez tôt à la maîtrise d'œuvre, du coup. Donc ça, c'est un projet qu'on a fini en 2018, qui est la réhabilitation. C'est très, très, commun comme genre de commande. C'est une maison, 1930, du nord, on devait faire une extension qui était assez en mauvais état, et donc on s'est dit: «Bah, voilà, comment on fait pour, garder un maximum de ce qui existe?» premièrement, et deuxièmement, comment on fait pour réimpulser du réemploi là-dedans, pour des questions d'énergie grise? Et c'est là où on commence à toucher un petit peu, les questions d'impact du BTP qui représente encore aujourd'hui 3/4 des déchets et la moitié de l'énergie en France. Il nous paraît déjà plus intéressant d'aller commencer à faire ça plutôt que de se mettre seul en tant qu'individu dans la balance quand on voit les écarts d'impact. Donc là, dans ce projet, il y a 3 sujets de réemploi qu'on a expérimentés en disant: «L'important, surtout, c'est pas de faire du 100 réemploi, pas du tout, c'est pas une finalité, ça reste qu'un outil, le réemploi. L'important, c'est de faire un projet qui est satisfaisant, et si on arrive à mettre du réemploi dedans, c'est bien. Si on fait un projet 100 réemploi tout moche, il va durer moins longtemps et puis c'est moins agréable». Donc là, par exemple, on a le sol, donc c'est un sol en chêne, qui était, dans le bâtiment qu'on voit à gauche, sol, on voit pas très bien, mais on devine, qu'on a remis en place au sol. Un certain nombre de sections, IPN comme ça, et puis des chutes de marbre. Donc à chaque fois, là, dans les 3 images, à gauche, vous avez le gisement, disons, et à droite, la mise en œuvre, heu, voilà. Et donc ça donne ça. Je vous ai mis deux trois images, donc je les fais passer en pareil, s'il y a des questions, on verra. Mais alors là, par exemple, on a commencé à identifier quelque chose d'assez agréable, qui est de dire, en fait, le réemploi, ça peut, générer une certaine forme de luxe. Par exemple, si on avait dû faire, cette structure, verte là qu'on voit, de manière très, classique, on aurait peut-être dimensionné les éléments différemment parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes. Or, il y a certain plaisir à avoir les mêmes, sections, un peu comme si c'était un repère orthonormé là. Et ben, en l'occurrence, on a plein de poutres, elles font toutes la même taille, elles font toutes le même prix du coup, parce qu'elles ont nécessité le même travail pour être déposées. Donc, là, on se pose pas la question. En tout cas, on se la pose pas de la même manière. Voilà, donc là, on voit une partie, de l'extérieur de cette petite, extension. Il y a plein de choses qui sont neuves là-dedans. Et on a, surtout gardé tout le toit qui est à gauche, là, on voit pas trop, mais c'est toute une structure qu'on a gardée de l'existant avant. Et puis l'idée, c'est qu'on le voit pas trop et que ça a l'air tout neuf. Donc le plancher, il est au sol, la structure, vous l'avez vu, et puis il y avait,
un problème, une problématique qu'on rencontre quand même assez souvent, heu, c'est, heu, c'est cette espèce de marge, cette espèce de tolérance qui fait que le matériau de réemploi, il va jamais, rentrer pile poil, là où on veut le mettre dans le neuf. Heu et donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait le faire vivre sa vie lui faire vivre sa vie et puis on allait compléter le bord avec une matière qu'on coule, heu et donc là, qui est du terrazzo. Donc ça nous fait des bandes comme ça un peu partout et on allait voir un marbrier tout bêtement qui avait plein de chutes de marbre qui partaient en gabarit routier, donc lui-même était assez déçu de ça, et donc plutôt que de passer de la plaque de marbre qui ne supporte aucun défaut, en tout cas chez ce marbrier qui faisait des aménagements, très luxueux, très très chers. Le moindre petit défaut, le moindre petit, fossile, bon, ça lui refait, jeter la plaque et la refaire et puis nous, on trouve que c'est assez joli ces petits défauts et puis surtout en changeant de format et puis de mise en œuvre, voilà, on fait ce genre de truc. On change le rapport au matériau. C'est ça qui est important de voir. Après, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas, on change fondamentalement ce qui fait nous dire que ce matériau est un déchet. Donc ça, c'était à l'échelle du bâtiment, c'est un petit exemple et heu et puis il y a aussi une échelle, qui nous paraît vraiment intéressante, c'est l'échelle territoriale et c'est celle de la typologie. Donc je vais voir j'imagine que vous la connaissez, aussi bien, sinon mieux que moi, la question de la typologie, 1930 avec tous les problèmes de réhabilitation que ça entraîne. Nous, on allait réfléchir à en gros, on se disait: On peut pas on n'arrive pas à réhabiliter, en tout cas les grands groupes n'arrivent pas à réhabiliter cette typologie, ce patrimoine». Heu et ça nous a paru intéressant d'aller voir, heu, des choses qui sont plus à l'échelle entre le second œuvre et le mobilier, disons. Heu, Beaucoup de choses qui ont été renseignées d'autres époques, notamment de Viollet-le-Duc sur, comment on fait pour dans un grand espace, froid, pour se chauffer, en tout cas pour isoler un petit peu. Donc voilà, il y a plein de choses qui existent. Donc les doubles fenêtres, on les retrouve ici, les lits à baldaquin, les tapisseries, les tapis, les coussins au sol et tout ça. Et donc pareil, de la même manière, là, on voit la double fenêtre au fond. De la même manière, on s'est dit: ça va être chouette d'aller réfléchir à comment on fait ça aujourd'hui avec les matériaux d'aujourd'hui, éventuellement avec des matériaux de réemploi, mais pas forcément. Pour aller, et puis aller, connecter ces choses-là qui sont l'histoire du patrimoine avec des choses, des mesures physiques, thermodynamiques, un peu universelles. Donc, on a fait un test dans une exposition qui s'appelait Habitarium en 2017, mais on l'a appelée Zermos 2. On allait pareil, nouvelle occasion d'aller réfléchir à comment on peut, rationaliser un peu ces 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 aménagements thermiques. Donc, là, ce que vous voyez, ce n'est une espèce de petite histoire, mais qui avait pour but d'aller expliciter, de manière un peu pédagogique, cette question thermodynamique, ces questions thermodynamiques qui sont encore, compliquées pour beaucoup de gens. Donc là, c'était une espèce de petit strip qui sont censés expliquer ce que c'est que la conduction et au même titre que la conduction, il y a la convection et le rayonnement qui sont les 3 seuls modes de transmission de la chaleur et ça me paraissait important aussi de revenir là-dessus pour, éviter les, les embûches en se disant: «Tiens, les baldaquins, c'est trop cool, ça isole». Bah, il faut essayer de comprendre pourquoi. Donc, heu, cet habitarium, ça nous a permis d'aller essayer de décortiquer encore une fois ces choses-là, essayer de les expliquer aussi. Pourquoi une moquette au sol, ça a un effet thermique. Pas vraiment que ça isole, par contre, ça augmente la sensation de confort parce que la conductivité, elle est coupée, un certain nombre de choses comme ça. Donc on a fait un espèce de petit pavillon, là vous voyez le bol qu'on voyait, qu'on a brodé sur un panneau qui est lui-même un dispositif thermique, avec cette face-là et puis la face de l'autre côté qui est, en surface, qui renvoie les rayonnements. Voilà, c'est un espèce de tentative comme ça dans une maison 1930 classique, comment on pouvait aller, remettre, une forme de réhabilitation dont le locataire serait propriétaire, donc plus autonome par rapport à cette question-là, avec des matériaux modernes. Voilà et puis les poses là, c'était, toute l'influence
un certain nombre de peintures, il y avait un lien, au moins esthétique qui était intéressant. Voilà et tout ça pour arriver à la dernière partie qui est l'occupation transitoire, qui est une autre forme de d'inquiétude sur la réhabilitation, qui est peut-être un peu entre le territoire et le bâtiment en ce qui nous concerne. C'est à l'échelle d'une communauté, d'un petit bout de quartier, notamment parce que ça concerne pour nous là un ensemble monastique qui fait, un peu plus de 6 500 m² à Roubaix, et qui est une typologie, qui accueillait un ordre cloîtré, les sœurs Clarisses. Et donc c'est un petit monde fermé qui faisait sa vie, et sans sortir, en tout cas toute une partie, de la population de ce monastère ne sortait, pas. Donc il y avait, à cet endroit-là, des jardins, des chambres pour dormir, des endroits pour se réunir, des cuisines, des, salles à manger, voilà. Et donc chance, super chance d'aller récupérer toutes ces amorces, qui sont en fait, avec lesquelles on peut faire plein de parallèles avec la société d'aujourd'hui, pour aller encore une fois questionner ces impacts environnementaux et la question de la réhabilitation. Donc on va défendre un certain nombre de choses. La réhabilitation n'est pas toujours plus chère que, détruire et reconstruire. Ça l'est souvent quand on fait des projets, ex nihilo sur une feuille de papier blanche et qu'on colle ça sur la réalité, évidemment, il y a de la résistance. Par contre, quand on fait émerger le programme de l'existant, c'est pas toujours vrai. Heu, on va aller aussi dire que, la réhabilitation, elle est pas que technique, elle est aussi, esthétique, sociale, et heu et affective et c'est, justement en redonnant du sens et en reproduisant cette envie de prendre soin des bâtiments qu'on justifie, du même coup la dépense, en l'occurrence la dépense publique d'argent pour, financer de la réhabilitation technique. Voilà, donc je vais pas trop m'appesantir sur, ce projet d'occupation transitoire. On y revient s'il y a des questions. Mais je vais partir, plus sur la question qui nous occupe nous, c'est-à-dire, de manière générale, comment on essaye de de produire cette interface, pour vivre dans un bâtiment qui est pas isolé et qui est pas chauffé. Donc souvent, c'est des voilà, comme ce qu'on voit sur le petit dessin là, des boîtes un peu comme la peinture de Saint-Jérôme-à-l'Étude qu'on a vu un petit peu avant. Donc finalement, le bureau, ça devient presque une pièce autour de la personne et ça fait cette espèce de prothèse, cette espèce d'interface entre le patrimoine, très froid et puis, la vie d'aujourd'hui, qui a besoin d'un petit peu de confort quand même. Et puis de manière plus précise, la question de l'auberge de jeunesse et donc, voilà. L'auberge de jeunesse, c'est, la consigne, ça a été de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait dans ces ailes? Il y a 3 fois 15 cellules, de sœurs, toutes petites, toutes différentes les unes des autres, pas chauffées, pas isolées. Qu'est-ce qu'on y met? Là, on s'est dit que c'était bien de mettre, une auberge de jeunesse parce qu'il n'y en avait pas à Roubaix, parce que ça correspond à peu près et donc comment on fait pour accueillir des gens, et notamment du sommeil dans des endroits, aussi inhospitaliers sans aller détruire ou cacher le patrimoine? Bon, voilà, donc on teste le lit à baldaquin. Encore une fois avec un certain nombre d'exemples, historiques, et ces exemples historiques, c'est aussi pour, c'est pas qu'une fantaisie comme ça, en se disant, c'est pas qu'une manie, c'est aussi de se dire, en fait, dans ces réponses qui sont des réponses, pas d'urgence, mais qui sont des réponses à quand même à un inconfort, ou une économie qui est pas toujours bien vécue, on peut aller aussi opposer un certain nombre de référencements, de références, historique ou pas forcément historique, mais en gros redonner un petit peu de la beauté là-dedans quoi, puis du plaisir et je pense que c'est un bon mode aussi pour, heu, pour tester des choses qui sont comme ça de prime abord, si on les explique que de manière, thermodynamique justement, un petit peu dure. Donc on a fait, 2 tests, des tests de lit à baldaquin donc, entourés de textiles et puis d'autres qui sont des lits clos, comme on en voit, encore en Bretagne ou en Savoie. Ou dans d'autres endroits, qui sont en fait des meubles, des mini pièces. Donc le premier, donc ça c'est les salles, couloir à gauche et puis une des cellules à droite.
Et ça, c'est le premier test qu'on a fait. Donc, c'était un lit vraiment, voilà, comme ça, pardon, moitié à baldaquin, moitié lit clos. On l'a fait en 2 jours, hommes et c'était, pour tester. C'était, très long à construire, c'était pas très efficace, ou trop parce que, il y a où les murs, on les a franchement bien isolés en métis comme on isole une maison. Et puis finalement, il restait pas assez de temps, dans le lit pour garder cette chaleur. En tout cas, ces 100 watts que le corps humain produit, on n'arrivait pas à les capter quoi, ou alors il faudrait isoler beaucoup plus. Ce qu'on a essayé dans une deuxième version, c'était franchement beaucoup plus isolé avec une double fenêtre, avec des caissons, avec un petit sas et tout. Ça marchait très bien. Là, c'est efficace. En revanche, on voit plus du tout le bâtiment. Trop important, en termes de dépenses de matériaux selon nous et en termes de travail, puisqu'on est à 8 jours hommes et donc c'était trop pour faire 15 chambres dans le cadre de cette, occupation transitoire. Donc, 1 test, 2 tests et puis en fait, on a fini par s'arrêter sur, une dernière version, qui est celle-ci, enfin celle qui est dans l'exposition. Donc je vous ai montré là, je vous montre une vue, éclatée. Heu et donc là, en gros, il y a plusieurs choses qui sont, testées dans ce lit. Hem, c'est, la structure. Donc, la structure, elle a été pensée, on la voit en bas là, c'est juste les sections de bois. Elle a été pensée, pour être extrêmement rapide, ne pas générer de chute et s'adapter à un gisement de réemploi qu'on avait à l'époque, qui était le World Trade Center de Bruxelles, qui était en train d'être détruit et enfin déconstruit en bonne partie. Et puis du coup, qui nous a donné, l'occasion de, voilà, nous approvisionner avec ces grandes plaques d'agglomérés, laminés qui étaient blanches sur, toutes les faces sauf une qui était en faux bois. Et encore une fois, on se pose la question, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi la qualité de ce matériau? Bah, les tranches sont vilaines, souvent, plein d'épeauffures, c'est pas très propre. Par contre, la surface mélaminée, même si à la base on se dirait: «Tiens, j'ai pas envie de mettre ça», en y regardant de plus près, très facile à nettoyer, c'est neutre, bon voilà. Et puis elles avaient des dimensions bizarres ces plaques, c'était, 251,3 par 149,7, c'était un peu bizarre. Heu, mais bon, on en avait plein, donc en fait, on a appuyé toute la conception, du lit sur ces mesures en se disant: «Mais en fait, 149,3 bah, c'est une bonne largeur de lit, ça en vaut bien une autre dès le moment où on peut mettre un lit double». Donc bah, on va pas la recouper, on va prendre la largeur comme ça. Et puis la hauteur, bah, on la redécoupe parce que là, c'était un peu haut, mais on se débrouille pour que la plaque du plafond et la plaque du dos du lit fassent exactement la même taille. Ce qui fait qu'on commence à réduire un petit peu, le nombre d'éléments à produire, enfin en tout cas le nombre d'éléments différents à produire. Et puis en fait, la chute, qui résulte de la découpe de ce panneau, c'est une chute qui fait la même largeur et qui faisait, 143, un peu plus de haut. Enfin ouais, de haut. Puis c'est pardon, 43 de haut, 43 centimètres de haut et donc 43 centimètres de haut, bah, ça va très bien pour, la hauteur de lit. Donc en se disant ça et surtout en se laissant, influencer par, ce que nous donne, ce que nous proposent en fait, ces matériaux, cette conception, non illimorphique comme on dirait si on voulait théoriser un petit peu, mais sans théoriser, ce que le résultat, on coupe la planche, ça nous donne ces mesures. En fait, si on se laisse influencer par ces mesures en se disant: «Ça, d'accord, je peux l'intégrer et puis aller dans ce sens-là», finalement, on produit quelque chose qui est assez efficace parce qu'en une découpe, on a 2 pièces, on n'a pas de chute, et on reproduit ça sur toutes les pièces et finalement, cette structure, on la produit en un demi jour, ce qui est très, très efficace. Heu, voilà, donc un peu de réemploi et un peu de réflexion. Donc là, on a le lit, en version, simple, enfin un lit, une seule place. Donc ça, c'est la structure et donc là, je vais laisser la parole à Emma qui peut nous raconter du coup, toute la couverture textile qu'on est venu mettre, autour, en essayant de répondre à cette question de la chaleur et à la question saisonnière. Comment on fait pour isoler bien l'hiver et puis pas avoir, trop chaud l'été? Emma, tu es là? Bonjour. Donc oui, moi je vais vous parler plutôt de la conception textile des lits, sur laquelle j'ai pu travailler durant ces derniers mois.
Donc voilà, comme Simon vient de l'expliquer, il y a vraiment cette idée que ça réponde plutôt aux questions saisonnales. Je crois que c'est vraiment ce qui m'intéressait. Et du coup, c'est là qu'est partie l'idée de 3 couches, 3 couches textiles, 3 parois qui peuvent du coup s'associer et se compléter. Et du coup, j'ai travaillé à partir principalement de 2 matériaux qui m'intéressaient parce qu'ils avaient plutôt des propriétés justement complémentaires, donc à savoir le lin et la bâche PVC. Heu et du coup, c'était aussi un choix qui s'est fait à partir des disponibilités et des ressources locales. On a trouvé du coup une usine Norbache qui était basée à Tourcoing, où on a pu récupérer donc pas mal de chutes de bâches. Et le lin, ce qui m'intéressait, c'était surtout que c'est un matériau qui est principalement cultivé dans les régions du nord de la France. Donc il y avait l'aspect historique de ce matériau qui me plaisait d'amener dans le monastère des Clarisses. Hem Et que c'est aussi un matériau qui était utilisé pour isoler les chambres dans les châteaux aussi. Et c'est un matériau qui est très naturel et durable. Toutes les composantes de la plante sont utilisées, et qui a aussi donc des propriétés thermiques, hydrophiles, acoustiques, antibactériennes, qui permettent donc de conserver la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. Et c'est aussi un matériau qui favorise le sommeil et qui a des propriétés apaisantes. Hem Donc voilà, ça c'était le choix des 2 matériaux. Et donc j'ai commencé à travailler hem, plutôt in situ, donc en étant dans le lieu. Ça a été une période assez particulière aussi, parce qu'il y a eu très vite le confinement, ce qui m'a permis aussi d'être plongée au cœur du bâtiment et de pouvoir du coup dormir dans les lits, de pouvoir tester les dispositifs au fur et à mesure que je les produisais. Donc ça, c'était une super expérience de travail, et très, très, très enrichissante pour moi. Hem Et donc j'ai un peu conçu ce lit aussi comme une maison. J'ai travaillé dans la plus grande salle du couvent. Donc ça, je sais pas, tu peux peut-être montrer, Simon, la photo des bâches, voilà. On voit un peu la salle, qui est l'ancienne salle, qui est l'ancien réfectoire des sœurs. Et donc la première étape de travail, était vraiment basée sur les bâches. Du coup, travailler à partir de chutes, pour moi, c'était réfléchir à une identité visuelle de tous les lits, dans le sens où il fallait que je trouve un moyen pour pas que ce soit totalement décomposé, enfin quelque chose qui puisse très vite créer quelque chose ouais, de visuel, sachant que la seule face visible du lit, c'est l'entrée. Donc c'est sur celle-ci que j'ai plus travaillé au départ. Et donc il y avait tout un travail de recherche graphique que j'ai pu effectuer sur des éléments, des blasons, enfin des éléments qui rappellent heu, des rayures médiévales, des éléments des blasons. Et donc la rayure qui je trouvais faisait écho et créait aussi un anachronisme avec le matériau que je trouvais assez intéressant. Hem, donc j'ai vraiment composé avec les couleurs qu'on a trouvées. Et la rayure, c'était un motif très simple, très élémentaire, qui m'a permis donc très vite d'instaurer ouais, une identité à ces lits. Sachant que la bâche, c'est un matériau qui est assez facile à transformer, disons, à couper, à assembler. Et j'ai pu, du coup, sur la face du lit, qui est côté fenêtre, travailler directement en découpe dedans, avec une technique de thermosoudure, qui m'a permis, du coup, de créer cette fenêtre, comme un moucharabier, qui permet d'avoir un accès quand même à la fenêtre, parce que ça, c'était aussi l'enjeu, je pense, du travail, sachant que les cellules sont très étroites et sombres, qu'il y a une fenêtre par cellule. Je pense que c'était très important, du coup, d'avoir un accès à la lumière. Et et ce qui était chouette, c'est que j'ai pu travailler, donc j'ai commencé les recherches à peu près au printemps. Et donc il y avait de la lumière.
Et en fait, je me suis rendu compte que la bâche était intéressante pour ça parce que ça laissait passer la lumière. Euh, voilà. Et donc, il y a donc la coque extérieure du lit est en bâche et la partie intérieure, il y a une moustiquaire parce que le couvent est basé près d'une rivière, le Trichon, qui fait qu'il y a beaucoup de moustiques et que la moustiquaire est assez indispensable. Et donc, ça a créé c'était un nouveau filtre sur le lit qui a créé aussi des interactions très, très chouettes avec la lumière. Donc, ces deux parois, on les a fixées de manière à pouvoir les poser, les enlever facilement. Il y a des dispositifs aussi d'accroche donc sur l'entrée qui permettent d'ouvrir, de fermer facilement le lit pour avoir plus d'intimité aussi. Hem Et donc la deuxième partie, du projet était sur le lin, qui a été un peu ralenti, avec la situation du covid. On a eu, la chance d'avoir un partenariat avec le CELC, qui est donc la coopération européenne du lin et du chanvre et qui donc nous a envoyé des échantillons, en fonction de ce que j'avais, comme idée pour que je puisse commencer à expérimenter. Donc au départ, il y avait, le projet de travailler avec, le lin sous forme de fibres longues. Donc on dirait vraiment des cheveux et ce qui nous plaisait, c'était l'aspect plus animal et plus, hem, ouais, comme une sorte de toison en fait, du lit et cette paroi en fait, c'est la paroi qui est interne, comme une seconde peau un peu qui est donc, positionnée, au plus proche, du corps et sachant que voilà, elle a plus de qualité, sensorielle et c'est vraiment l'aspect isolant du lit et donc le travail, il a été de comment pouvoir développer, cette paroi, sur 11 lits. Et ça a été un peu il y a eu pas mal disons d'échelons techniques. Heu et en fait, j'ai été confrontée aussi aux limites, de production, disons in situ, dans le sens où j'avais une machine à coudre, industrielle, mais c'était pas sachant qu'il faut vraiment produire sur mesure. Ouais, j'ai été vraiment confrontée aux limites de cette machine et je me suis plus positionnée sur une technique que j'avais envie de développer, qui est celle du matelassage. Donc, le matelassage, à savoir, c'est 2 tissus, avec, un isolant, à l'intérieur en sandwich, et l'isolant était aussi en lin et du coup, j'ai pu contacter une entreprise de literie, qui est basée à Tourcoing et il a bien voulu, faire effectuer des tests avec le tissu de lin qu'on avait, été livré du CELC, qui est un tissu, à un grammage très épais. Mais donc, en fait, ces machines, elles sont programmées plutôt pour des tissus finalement synthétiques. En fait, lui, enfin, c'est des machines qui font les dessus des matelas. Et en fait, on a eu des difficultés à créer ce matelassage, ce qui était intéressant aussi à faire avec ce technicien qui a bien voulu expérimenter des nouvelles choses. Hem Mais donc la technique, voilà, enfin, pour l'instant, j'en suis encore à cette étape-là et le lit que vous avez vu à l'exposition, il est fait avec, donc ce lin et en fait, c'est de la laine de mouton qui a été mis, en matelassage à l'intérieur. Donc il a une épaisseur, il est très épais et du coup, là, pour l'instant, je suis confrontée au fait que ce soit très lourd. En fait, c'est une seule enveloppe, du coup, qui est produite, ça fait à peu près 7 mètres. Et ensuite, le travail, du coup, au sein du couvent, il est plus de faire les finitions, donc les découpes, pour l'ajuster à la structure, du lit. Et ça reste un travail assez long et en fait, c'est aussi lié au fait que ce soit une paroi très épaisse, donc difficile à manipuler. Et et voilà, donc les finitions ont été assez compliquées, mais je pense que j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout du prototype. Donc là, il y a aussi le détail de la fenêtre, donc quand toutes les parois se juxtaposent, la fenêtre est toujours présente, avec la possibilité de pouvoir la fermer aussi. Et donc c'est plein de détails que j'ai ajoutés, au fur et à mesure, enfin
pas au fur et à mesure, mais en m'adaptant vraiment aux matériaux. Et ça a été pas mal de développements techniques qui sont encore en recherche et que je pense pouvoir développer par la suite. Et voilà. Enfin, qu'on aimerait en tout cas développer ensuite. Merci bien. Et donc du coup, on revient à l'image première. Donc j'imagine, enfin j'espère qu'elle est un petit peu plus compréhensible maintenant. D'où elle vient, pourquoi on l'a fait comme ça. Du coup, pour résumer, c'est un lit qui permet de pouvoir recevoir des gens à dormir dans une forme d'auberge de jeunesse, ou juste des gens qui viennent dormir sur place parce qu'ils sont en train d'y travailler. Euh, qui a cette couche dont Emma vient de parler, très isolante et qu'on peut enlever l'été. Et puis pour aller jusqu'au bout de la démarche et pour réduire encore les impacts environnementaux, l'idée c'est de mettre un toute petite source de chauffage électrique que quand on en a besoin, en soufflant. Donc c'est 500 watts. 500 watts, c'est vraiment, vraiment rien pour un chauffage électrique. Et c'est surtout que quelques minutes pour le moment où voilà, on a besoin juste de chauffer l'air et qui va rester assez chaude avec toutes ces couches-là, quand on en a besoin, quand il fera vraiment froid. Et la lumière, elle est assurée par un dispositif qui s'appelle Nowlight, mais qui est en gros une petite courroie qu'on fait coulisser, je ne sais plus, pendant 2 minutes, je crois, et avec ça, on a plusieurs dizaines d'heures de lumière dedans. Il y a toute une petite partie en bas qui est dans l'épaisseur du lit qui permet de ranger des choses. Donc quand on imagine le voyageur qui vient à l'auberge, il peut mettre ses choses dedans et dormir à côté. Et dans ce coffret, il y a une partie qui est un peu plus basse, qui continue à être isolée pour répondre au moment où on est le plus vulnérable, c'est-à-dire quand on sort de la couette qui est chaude et qu'on s'habille. Donc du coup, on est nu face au froid, et c'est important de garder cette situation dans le lit, dans l'enveloppe chaude. Voilà. Et pour préciser en termes de construction, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, euh, quand on nous a proposé d'intervenir dans l'exposition des usages du monde, il y avait un petit budget. Et, euh, et en fait, ce budget, ça nous a permis de faire ce lit plus une dizaine d'autres qui sont jamais venus à la gare Saint-Sauveur, qui sont pas tout à fait terminés, mais qui sont ici à l'auberge. Et finalement, c'était une manière aussi de valoriser l'énergie, les matières et puis aussi les budgets. Voilà ce que je peux vous dire de ce lit. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans le chat. Ou Mathieu, tu veux reprendre la parole peut-être? Non, on va laisser peut-être les gens poser des questions. Il fallait simplement pas dire qu'on t'avait donné trop de sous dans cette exposition. Du coup, tu l'as utilisé pour faire des lits à Roubaix. Mais bon, c'est pas grave. Ah. J'espère que tout le monde n'a pas entendu. Après, ça reste un budget, je précise, quand même très modeste. Non, mais c'est clair, c'est un budget très modeste, mais l'intérêt, c'était pas de... C'est comme ce qu'on a fait à la Maison POC ici, c'est-à-dire, c'est pas de dévoyer les budgets, c'est de faire en sorte qu'ils servent à financer plusieurs choses. C'est la conception, quoi. Ah, bonjour. Bonjour. Ah, ok, parfait. Merci pour votre présentation. En fait, moi, là, on a vu un petit peu votre cheminement jusqu'à votre état actuel de ce prototype de lit Baldaquin. Et en fait, je me demandais par rapport à partir de ce moment-là, c'est quoi vos plans futurs, ou qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite, soit au couvent, soit dans vos futurs projets. Je pose cette question parce que euh, mon impression a été que vous travaillez un petit peu au fur et à mesure des choses qui arrivent à vous, et avec, enfin, comme
Simon, vous avez dit que vous utilisez à partir des matériaux que vous rencontrez et vous travaillez à partir de cela. Et je me demandais donc qu'est-ce que vous avez prévu, en tout cas pour la suite de votre pour la suite. Je sais pas, plein de choses. On a déjà tout le projet du monastère, dont je n'ai pas trop parlé. Il y a énormément de choses qu'on a commencé ici et on en a encore pour 3 ans. Donc il y a à mener ça, il y a à développer un certain nombre de projets, notamment le parpaing qu'on a envie de développer un maximum. Et après on verra en fait l'association, c'est un outil, principalement c'est un outil. C'est-à-dire que si aujourd'hui on est 9 et il y a plus que 4 architectes dans les 9, si dans 10 ans, en fait, on fait plus d'architecture et on fait que, je sais pas moi, des expositions d'art ou des concerts, c'est pas grave. L'important, c'est que ça nous permette de faire ce qu'on veut et puis de trouver une manière pour en vivre. Donc, j'ai un peu du mal à dire, ce qu'on fera dans le futur. Je sais qu'on a un engagement ici pour 3 ans pour pour continuer de réhabiliter, ce monastère, pour continuer à mener, le plus loin possible toutes les expérimentations qu'on fait sur les matériaux, sur le réemploi, sur les démarches administratives pour, intervenir sur un patrimoine inscrit, de manière flexible et rapide, sur plein de choses comme ça. Heu et voilà. Après, je voulais pas non plus donner l'impression que ces manières de concevoir, c'est un peu ce qui vient, hein. C'était pas non plus ça l'idée. Je sais pas si c'est ce qui a été compris, mais en tout cas, c'est juste de préciser que finalement on a souvent, enfin en tout cas moi, on m'a souvent enseigné la conception en étant, enfin comme étant une suite, logique où finalement on conçoit les choses, on a des idées et on va concevoir des choses de manière idéale, puis après on va les traduire avec les matériaux, de manière le plus fidèle possible, sans, au final, sans savoir vraiment, sans mettre à la base de la réflexion, la question de la qualité des matériaux qui sont disponibles aujourd'hui. Et en fait, le sujet, c'est des fois, par moment, en partie d'inverser ça et de dire, peut-être que c'est le matériau les qualités du matériau ou des éléments que j'ai à disposition qui sont des prétextes à concevoir. Voilà, mais c'est un peu itératif comme principe. Tu peux peut-être développer, Simon, sur le modèle économique aussi du couvent, puisque ça fait quand même partie aussi de votre projet. Et du coup, en ayant proposé ce modèle économique, vous allez au-delà d'un simple acte d'architecte, de maîtrise d'œuvre, de la réalisation d'un projet de réhabilitation du projet. Tu peux peut-être développer ça, ce point? Ouais, je réponds juste avant à une question de Ariane, qui est une question, simple et pourtant très intéressante. C'est de savoir si, les bâches et la partie matelassée du lit sont lavables. C'est l'idée, heu, c'est l'idée. Sont lavables, ça veut pas dire qu'elles sont, ça veut pas dire qu'on va le faire. C'est-à-dire que c'est lavable, mais ça nécessite quand même un peu de boulot, donc on les lave à machine vapeur, pour des questions sanitaires. Pour, les questions économiques, ouais, Mathieu, c'est difficile d'avoir forcément les idées, en tout cas d'avoir les idées éclaircies, mais de d'expliciter de manière claire tout ce qui est en jeu dans ce qu'on teste là, parce qu'on est dedans. En gros, ce qu'on constate sur la partie du monastère, c'est que c'est une situation de blocage. C'est un bâtiment qui est inscrit sur la liste des monuments historiques et puis qui est vide depuis 10 ans, et ça fait 10 ans que la mairie ne sait pas quoi en faire, et c'est très, très loin d'être une situation isolée. Il y a des cas, identiques, à Marseille, à Roubaix, à Paris, un peu partout. À Roubaix, c'est un petit peu particulier dans la mesure où il y a un héritage industriel très fort, heu, d'un passé, très riche, heu puis qui a donné un certain nombre de friches ou de bâtiments vides aujourd'hui, heu, enfin en grande quantité en tout cas. Et donc en fait,
c'est pas possible de réhabiliter ce bâtiment de manière classique. Enfin, en tout cas, en 10 ans, on n'y a pas réussi. Non, on n'y est pas arrivé. Ça coûtait à peu près 20 millions et heu et voilà, ça marchait pas. Donc il y a plein de choses comme ça qui marchent pas, dans notre société et de la même manière qu'en 2015, quand on signe les accords de Paris, en sachant, très bien que même si que tous les États respectaient leurs engagements, on allait de toute façon, passer la barre, largement des 3 degrés, c'est qu'il y a un truc qui marche pas et donc du coup, c'est aussi l'opportunité de tester des nouvelles manières. Bon, les accords de Paris, pas trop la solution, mais en tout cas pour la réhabilitation du patrimoine, c'est des tests et donc ça passe effectivement par des questions, économiques. Alors ne voilons pas la face, il y a aussi une question de précarité derrière. C'est-à-dire que nous, personnellement, on se paye très peu pour faire ce travail-là et il y a énormément, énormément de travail bénévole. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a aussi le fait de pouvoir vivre sur place, qui génère, un toute une respiration dans ce qu'on peut faire en termes de maintenance sur le bâtiment. Du coup, on est un peu des concierges, mais on va prendre soin du bâtiment comme de chez nous, pas forcément comme d'un bâtiment à réhabiliter. Le fait de remettre de la vie, de quelque chose de pratique, de pouvoir ouvrir la porte, n'importe quand, de pouvoir changer les ampoules, de pouvoir il y a une comme ça une base, qui, qui est pas gratuite, mais enfin aussi qui a un mode de vie en fait, qui permet d'ouvrir énormément de portes, déjà pour la réhabilitation. Après il y a ces systèmes, économiques de budget croisé là. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cadre de World Design Capital, il y a eu, donc il y a les usages du monde, il y a, la manufacture, il y a le tri postal, puis il y a un certain nombre de maisons POC qui sont donc pas des expos, mais enfin bref, si des expos, thématiques, de proof of concept, donc d'un certain nombre de projets et donc il y a un des thèmes qui est l'économie circulaire. Ben, du coup, en discutant avec, la commissaire, de la maison POC économie circulaire, on s'est dit qu'on pouvait recevoir cette maison POC, dans le monastère. Dans une partie qui était pas en ruine, mais pas loin, c'était une ancienne école, il y avait quand même pas grand-chose, et finalement, on s'est dit: «Ben, on devient scénographe, on prend le budget scénographie pour réhabiliter, enfin pour faire la scénographie de la maison POC». Sauf qu'avec ce budget, on réhabilite aussi, la halle et tout ce qu'on va dépenser, à l'euro près, on le fait, de manière à ce que ça puisse servir après. Donc c'est de la même manière, on ne peut pas dire qu'on a détourné le budget scénographie parce qu'on nous a demandé, on nous a fait faire une prestation de scénographie, on y a répondu puisque l'expo a eu lieu et voilà. Par contre, en regardant, ça, d'une autre manière, sous un autre prisme, en fait, avant, il y avait une ruine et puis quand l'expo part, il y a une maison de quartier. Heu, donc ça, c'est quelque chose qui, toujours dans du registre de l'expérimentation qui est à noter. Moi, ça me paraît plus intéressant que la culture, les financements culture puissent servir pas à autre chose que la culture, mais en tout cas que ce soit pas étanche, quoi. Heu, Tu il y peux a, peut-être aussi, du coup, Simon, développer sur l'impact de l'ouverture du couvent des Clarisses aujourd'hui sur le quartier ouais. et ce que vous faites justement avec le quartier. Et comment, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas le contexte aussi du couvent, c'est peut-être intéressant que tu développes ça. Pardon, c'est vrai que je mets la charrue avant les bœufs, mais le projet, c'est de réouvrir le monastère, de le réactiver, et donc il y a un certain nombre nous, on avait identifié, comme dans le projet, un certain nombre de blocs, économiques qui sont la buvette, l'auberge de jeunesse, les privatisations, la mise à disposition de locaux, voilà et donc en fait, ces blocs-là, ça nous permet, de faire au moins 3 choses, d'autofinancer le projet, de faire rentrer des gens dans le monastère parce qu'on ne les fait pas rentrer, s'il y a pas de programme, s'il y a pas de prétexte, heu et puis de se poser des questions sur les impacts environnementaux. C'est-à-dire que si on se pose toutes ces questions sur, comment on fait pour loger dans un bâtiment froid et tout, c'est parce qu'on a ce prétexte de l'auberge de jeunesse et donc World Design Capital, ça rentre là-dedans, sur le bloc, programmation culturelle, disons et c'est une manière évidemment de ramener du monde parce que c'est un événement, qui a ramené beaucoup de monde
Mais c'est aussi ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire dans le montage, ça permet d'apporter un peu plus que juste un événement, ce qui était déjà très bien. Et donc c'est ça la réactivation. Et j'ai eu, et après on peut voir au moins deux autres choses qui fonctionnent et puis qui inquiètent aussi un petit peu. Heu, C'est-à-dire que cette halle, donc nous on a eu un budget de 50 000 € pour ça, TTC. On en a donné, 10 000 pour faire, une autre intervention, dans une autre partie. Et donc avec 40 000 € on a fait ce truc de réhabilitation, bon, c'est pas non plus hyper confort, mais bon, ça marche, il y a l'électricité, il y a la plomberie est faite, voilà, ça fonctionne, quoi. Et donc j'avais calculé, on était à, 110 € le mètre carré, ce qui est, après quand on le compare à des projets, certes qui ont peut-être plus de détails, de confort, ça devient ridicule, c'est ridicule, 110 € le mètre carré. Enfin, je sais pas ce que Mathieu en tant que maître d'œuvre, enfin en tant qu'architecte, tu peux nous le dire, mais ça il y a quelque chose, quoi. Et c'est pas juste, le fait que ce soit des gens qui se payent pas beaucoup. Et puis la deuxième chose, c'est que là où je trouve qu'il y a quand même quelque chose, c'est que j'avais fait intervenir des gens pour la mérule, pour traiter la mérule. Donc pour ceux qui savent pas, c'est un champignon qui mange le bois et qui est souvent très problématique dans les bâtiments. Pour s'en débarrasser, c'est assez compliqué. Et donc du coup, j'avais fait intervenir des gens qui m'ont dit, dans cet endroit-là, qui m'ont dit: «Bah, c'est une ruine, bon, si enfin, je sais pas, ça sert peut-être pas à grand chose de le faire», voilà. Et puis après, une fois que l'expo est ouverte, je leur dis pour le même problème, exactement le même problème, au même endroit, je leur dis: «Est-ce que vous pouvez venir traiter la mérule?» Ils viennent, je fais: «Bah, évidemment, il faut traiter la mérule vu qu'il y a l'exposition». Donc en fait, ça change fondamentalement le rapport qu'on a, au lieu et au bâtiment. Et finalement, c'est ça quand on dit que la réhabilitation, elle est pas que technique. Après, moi, je dis aussi que, nous, on s'arrête là, après il faut peut-être théoriser ça, il faut critiquer ça, faut aller, tordre le cou à tout ça pour, savoir comment on peut continuer. Est-ce que Heu, tu peux donner le contexte aussi, parce que tu n'as pas montré de photos, parce qu'on peut imaginer que ce couvent est en plein centre-ville, dans un tissu bâti classique, mais ce couvent, il est à la frontière de Roubaix, on va dire, dans un contexte particulier avec une confrontation assez étonnante. On le voit sur cette photo. Tu peux peut-être développer aussi ça? ouais, c'est le quartier de l'Épeu, à Roubaix, à l'ouest. Et c'est un je sais pas trop ce qu'il faut dire, c'est un quartier, très populaire, en quartier politique de la ville, mais bon, comme 3/4 de Roubaix. Hem, c'est clairement un quartier, délaissé, dont on dit qu'il est en proie au communautarisme, ouais, aux théories de complot, à l'intégrisme, ce qui peut être vrai, je sais pas. En tout cas, moi, c'est pas l'image que j'en ai. Et c'est vrai que c'est extrêmement bizarre d'avoir tout cet ensemble, monastique, vide en plus, au milieu de ce quartier-là. Voilà, c'est comme ça, l'idée, c'est de faire en sorte que ce patrimoine-là, il redevienne d'une manière ou d'une autre universel. C'est-à-dire qu'il soit ouvert à ce quartier, qu'il s'ouvre à ce quartier. Et parce que c'est pas tenable politiquement d'avoir, 6 500 m² vides avec autant de personnes qui ont besoin d'un toit, d'un endroit pour, travailler, pour, un espace vert, un quartier où il y a effectivement plein de problèmes, au niveau de l'emploi, au niveau de la place de la femme sur l'espace public, voilà, plein de choses comme ça. Et en même temps, il y a, une fois qu'on a mis le pied dedans et qu'on commence à y habiter, en fait, moi depuis, j'ai beaucoup changé, mon point de vue, par exemple sur le communautarisme et sur les histoires de religion. Il y a une mosquée qui est juste en face, et puis, tous les gens qui sortent de la mosquée, qui sont donc musulmans pratiquants, me disent, tous, «Faites attention à ce bâtiment, c'est un lieu spirituel, ne l'abîmez pas». On est très, très loin des projets de séparationnisme, qu'on dit, enfin, dont on parle pour Roubaix. Donc, c'est, ouais, je sais pas, voilà, si c'est juste pour le décrire, c'est effectivement un quartier qui est en partie, composé de ces tours là qu'on voit derrière, en partie par, des maisons 1930, très classiques en mauvais état, mal réhabilitées, pas chères.
Et puis au milieu, il y a ça. Et je pense que ce monastère, en tout cas, on est en train de le diriger vers, en tout cas pour après, ça répond peut-être aussi à la première question, pour après notre départ, c'est d'en faire une sorte de commun, qui est une ressource, que ça puisse représenter une ressource qui soit pas publique, qui soit, gérée par une communauté avec des règles assez précises et qui puisse peut-être commencer aussi à répondre à toute cette violence et cette misère qu'il y a dans ces quartiers. Alors peut-être on n'y arrivera pas, mais en tout cas, je pense qu'on se dirige plutôt vers là. Après c'est une situation d'urgence, hein. Si on avait été à à Lille, je pense que ce monastère, il serait depuis longtemps, devenu un hôtel de luxe ou je sais pas trop quoi d'autre. Voilà. Et puis, ceux que ça tente, bon après le confinement évidemment, mais, vous êtes les bienvenus. Les portes sont ouvertes. Il y a d'autres questions? Emma, tu voulais peut-être rajouter un truc aussi? Non, je crois que c'est enfin ça va, non? Non, moi, ce que je voulais simplement enfoncer le clou, c'est sur le fait que ce bâtiment n'est pas un lieu parachuté dans un quartier politique de la ville où on va à Roubaix en tant que bobo se divertir à cet endroit-là pour avoir été voir les lieux à deux reprises. Ce qui est assez remarquable, c'est de voir comment les enfants de ce quartier, par exemple à 16 heures, viennent jouer dans la cour, comment le bâtiment, il est, je pense, avant tout aujourd'hui, c'est un cadeau pour les habitants du quartier. C'est ce que tu disais aussi sur cette question du commun et le souhait qu'à terme, ce bâtiment soit géré de manière commune avec l'ensemble des habitants, ce que je trouve vraiment intéressant. Et j'y vais pas, donc je peux pas l'attester comme tu l'attestes toi, mais j'ai le sentiment que le projet est très bien accueilli et très bien reçu par les enfants, par les différentes familles qui habitaient autour et qui jusqu'à maintenant regardaient ce bâtiment muret comme un espace qui ne leur était pas offert et pour lequel l'accès leur était interdit. Ouais, ouais, bah, je suis oui, c'est important de le dire et en même temps, je pense Oui, qu'on n'échappe pas non plus, en fait, c'est difficile ces questions, je sais pas si, nous effectivement, c'est là où on veut aller, c'est sûr. On a des missions d'animation territoriale citoyenne, on réfléchit à cette histoire de commun, à orienter un maximum l'ouverture du lieu pour les voisins qui sont juste en face, et en même temps, le fait de vivre aussi sur place, je pense, change oui, beaucoup la donne. de vivre sur place et d'être voisin, pas se Voilà, comporter comme une institution, mais comme des exact. voisins, c'est très important et C'est pas du tout la même chose si vous veniez tous les matins avec votre non, voiture. c'est sûr. C'est sûr et en même temps, ça s'ouvre pas comme ça, le monastère, c'est-à-dire qu'il y a aucun espace enfin, il y avait aucun espace ERP, on peut pas non plus faire, n'importe quoi. Il y a aussi, c'est un cadeau et en même temps, c'est un gros risque qui plane parce que il y a le NPNRU qui vient et puis qui va dire enfin l'ANRU qui va dire, «Tiens, on va tout détruire pour faire de la place autour du monastère». Heu, c'est de la communication extrêmement maladroite de la part de la mairie, mais qui va aller, enfin de la part de la je sais pas qui, oui, de la mairie, mais qui allait mettre dans la tête de certaines personnes que c'était, à cause de nous finalement qu'on allait justifier des démolitions, alors que pas du tout. Enfin, de toute façon, il y aura forcément il y aura forcément des des problèmes comme ça et la question de ce qu'on des bobos, je sais pas, ouais, nous, on doit être bobos, et puis en même temps, on n'a pas envie de on a aussi envie de mettre de la qualité dans ce quartier, mais pour les voisins effectivement et pas pour un public métropolitain ou, heu, ou international en premier lieu. C'est vraiment, c'est des choses qui sont vraiment en question tout le temps et c'est effectivement, plutôt dans cette direction qu'on va aller, après je dirais pas que c'est encore tout à fait une réussite quoi. Ça met du temps. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou est-ce qu'il y a des questions via Ouais, le... moi je reçois des questions là,
Bonjour, comment fait-on pour concilier cet aspect religieux sacré, le couvent, la chapelle sont-elles désacralisées, avec la vie de tous les jours dans les conceptions que vous entreprenez? Euh, Comment on fait pour le concilier? Alors oui, c'est désacralisé. Euh, En fait, c'est plutôt une force, c'est-à-dire que déjà pour les gens qui habitent ici, enfin, moi je vous le dis de manière extrêmement personnelle, c'est des lieux magnifiques, donc qui ont une charge au-delà de la croyance individuelle, qui ont une charge spirituelle qui est forte et puis qui va permettre plein de choses. Euh, donc je ne sais pas si tellement la question de le concilier, c'est plutôt de comment on fait pour l'ouvrir, comment on fait pour le rendre accessible sans le dénaturer. C'est des questions culturelles, de conception, c'est aussi des questions très techniques. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui a été fait pour un ordre mendiant, qui a fait vœu de pauvreté, par un architecte Jean-Baptiste Béthune, qui a essayé de traduire cet engagement, cette ascèse dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ornement, il y a très 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 peu d'ornement. Il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de chauffage. Donc, quand on dit on ouvre, il faut que ce soit ERP, il faut que ce soit je ne sais pas trop quoi. Donc il va falloir qu'on remette des réseaux, des extincteurs, des détecteurs de fumée, des trucs comme ça. Ben, on pourrit le bâtiment en faisant ça. On le pourrit. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça devient très violent vis-à-vis de l'esthétique, de la spiritualité qu'il y a là. Donc oui, là, effectivement, il faut faire attention. Et puis ce qui est bien, c'est que comment on fait? Bah, c'est justement parce qu'on est une association beaucoup plus souple et qu'on se permet de pouvoir être beaucoup plus souple que la mairie et on va se permettre de faire la différence entre mise aux normes et mise en sécurité, par exemple. C'est c'est là où la mairie ne peut pas. Donc en fait, tant qu'il y a la responsabilité générale qui est tenue vis-à-vis de la sécurité des biens des personnes, on peut faire beaucoup, beaucoup plus de choses que la mairie qui va être tenue pour des questions de fonctionnement administratif et puis pour d'autres raisons, de faire les choses de manière beaucoup plus lente, beaucoup plus procédurière. Euh, Voilà, mais c'est un risque. Heu, c'est un risque et dans les conceptions, ce qu'on essaye de faire, c'est, là, je ne vous ai pas montré l'intervention de Rotor dans la chapelle, mais je pense que c'est un bon exemple que vous pourrez voir, sur internet. C'est que dans la conception première, on essaye de ne rien rendre solidaire du bâtiment. C'est-à-dire que la question de la réversibilité, hem, elle ouvre beaucoup de portes, que ce soit pour des questions, administratives, quand on parle de travaux, de permis, aller consulter l'ABF. Bon, quand c'est réversible, c'est un petit peu différent. Et puis parce qu'on du coup, on va pouvoir se permettre d'aller vite, de faire des choses, de les faire comme on veut. On a l'assurance que quand on l'enlève, il y aura pas de traces ou très peu de traces. Donc s'il y a des traces, c'est des choses qu'on sait, réparer. C'est-à-dire, mettre une cheville dans un mur, dans les joints de briques, on peut absolument le refaire. Par contre, dans de la boiserie, non. Là, non, on ne peut pas le refaire. Donc il y a ce genre de règles à se mettre. Heu du coup, en termes plutôt de conception, de positionnement, je parlais de l'intervention de rotor parce qu'on va aussi avoir tendance des fois à se dire à se décaler un petit peu par rapport à ce patrimoine qui est déjà de toute façon très présent. C'est un peu se dire, est-ce que vous allez respecter le fait que c'était un lieu, religieux? Bah, forcément, ça a été un monastère, ça restera un monastère. Il y a eu 132 ans de vie religieuse, ça reste un monastère. On ne va pas le transformer en autre chose en 3 ans. Heu on met un projet, transitoire alternatif dans un monastère et donc à certains moments, c'est a c'est presque nécessaire de se décaler un petit peu, de se dire: «On laisse vivre le patrimoine, on laisse vivre ces murs, ces peintures, c'est tout ça» et puis finalement, on va faire quelque chose qui se fixe pas exactement sur la structure, qui en devient un petit peu autonome et c'est ça la raison de l'implantation de cette grande tente, qu'on a installée dans la chapelle qui est en fait un grand voile en toile de spinnaker, enfin de bateau quoi, qui permet de garder l'air chaud et qui nous permet pas d'utiliser la chapelle en hiver, mais qui va nous permettre de l'utiliser un petit peu plus, tard avant l'hiver, un peu plus tôt après l'hiver. Parce que ça nous permet de la chauffer ou en tout cas, de garder un tout petit peu de chaleur et on peut la remettre, la replier complètement, en 10 minutes, à 2 personnes. Et ben, en fait, voilà, cette tente, elle est un petit peu décalée, elle va se faudrait que je vous montre des plans,
vais voir si je peux faire ça maintenant. Voilà pour cette question. Ouais, c'est ça. La deuxième, c'est: est-ce que vous choisissez en partie l'orientation de vos projets et idées en fonction de vos ressources, gisements, sites en déconstruction, comme le World Trade Center de Bruxelles pour l'île Baldaquin? Oui. La réponse est oui. De toute façon, on est limité par beaucoup d'autres choses, par notre temps, par les budgets qui sont extrêmement modestes quand même. Donc, de toute façon, on n'a pas beaucoup de choix cette question. Par contre, l'idée, c'est de ne pas le subir et c'est d'en faire une force. Emma, je ne sais pas si tu vois les questions, il y en a une pour toi. Quel est ton parcours antérieur, etc. Super travail. J'ai pas vu, j'ai pas accès aux questions en fait. Enfin, je les vois pas. Non, mais je te le dis, du coup, quel est ton parcours antérieur? Ok. Roxana, Alors, moi, j'ai fait un parcours. J'ai commencé plutôt par l'apprentissage de techniques traditionnelles liées au textile. Donc vraiment le tissage, la broderie, la teinture. Voilà, avec quand même une approche artistique, mais quand même plus concentrée sur la technique. Et après, j'ai été aux Beaux-Arts de Lyon en textile, où là, c'était plus l'apprentissage vraiment du motif, de la couleur et plutôt le développement sur l'induction, la sérigraphie. Et ensuite, j'ai fini à la Cambre, en master à la Cambre, où là, j'ai beaucoup plus exploré l'approche disons, spatiale du textile. Enfin, c'est là où j'ai commencé à avoir ces préoccupations-là et développer du textile vraiment plus pour l'architecture aussi. Voilà. Il y a d'autres questions, Simon? Non, je crois que c'est bon. Je ne sais pas si on arrête là ou s'il y a encore une dernière question. Ah, attends, il y en a une là. Est-ce que vous avez identifié les besoins des habitants du quartier pour baser vos pistes de programmation? Limite. Ça, c'est une grosse question parce qu'identifier les besoins des habitants, il y a beaucoup de suppositions là-dedans en fait. On essaye de faire. On se base sur, voilà, sur le travail de Rosa Bonheur notamment, La ville vue d'en bas, sur un certain nombre de diagnostics, sur le travail d'acteurs qui sont implantés ici depuis longtemps, le centre social, les associations et tout. Malgré ça, il y a quand même beaucoup de suppositions, c'est-à-dire d'a priori, en disant les habitants ils ont besoin de ci, ils ont besoin de ça. Et donc ça fait des projets qui ont tendance à être descendants, notamment par rapport à notre rôle d'animateur territorial citoyen. Et donc, et c'est pas ce qu'on veut. Et donc, du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt de proposer des pistes et de voir si ça marche. Des pistes potentielles. C'est-à-dire que là, on est en train de faire, pour la question du commun, un stock alimentaire, parce qu'il y a un certain nombre d'associations qui ont un travail assez fort sur l'alimentation, qui répond là, pour le coup, vraiment à un besoin. C'est des associations qui le font parce qu'il y a une nécessité de le faire. Ou est-ce que l'État ne le fait pas assez, je ne sais pas. Et par contre, il y en a 6 vraiment proches du quartier du monastère. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aucune de des associations n'était concurrentielle. C'est-à-dire qu'il y en a qui font de la cuisine, qui ont des talents incroyables, des compétences incroyables pour faire des repas, par exemple pendant le ramadan, pour 100 personnes tous les soirs. Enfin, c'est assez incroyable. Par contre, il y en a qui vont savoir cuisiner, mais qui n'ont pas beaucoup d'approvisionnement. D'autres qui veulent faire de la distribution, mais qui ne savent pas cuisiner. Enfin, bref, voilà. D'autres qui sont vraiment sur des questions bio et qualité de la justice sociale à travers l'alimentation, mais qui ne vont pas pouvoir faire autre chose. Bon. Donc, en fait, la question du commun, c'est de dire, bon, on a l'intuition. Là, par exemple, on a identifié ce qui nous paraît être un besoin, c'est-à-dire de pouvoir travailler, collaborer sur cette question d'alimentation. On pourrait très bien imaginer qu'il y en a qui font la cuisine, là où d'autres font les distributions, parce qu'en fait, la distribution, c'est plus une question de cohésion sociale que d'alimentation, mais l'un fonctionne forcément avec l'autre. Et donc, et puis d'approvisionnement aussi, il y a un vrai problème d'approvisionnement. Donc on se dit, voilà, on propose un stock alimentaire commun. Donc c'est un commun, ça, on va le faire fonctionner comme un commun.
Donc l'idée, c'est qu'on ne fasse pas tout nous. Voilà, il faut acheter 3 congèles. Bon, voilà, on fait ça, on fait un peu d'électricité, on met une pièce et tout ça. Et après, on voit. L'important, c'est de voir et de dire si ça marche avec le petit tableau qu'on a fait, avec le système de shift et tout ça, tant mieux. Et si ça marche, on sait que juste à côté, on a positionné ce stock parce que juste à côté, il y a l'ancienne cuisine des Clarisses. Et donc, si jamais à un moment donné, ce stock, à un moment donné, il y a la possibilité ou la volonté de se transformer ou de s'agrémenter, une question de préparation des aliments ou de conservation des aliments, c'est possible. C'est possible aussi d'aller du côté du jardin, parce que c'est juste en face du jardin potager. Donc, on peut aussi faire quelque chose là. Mais par contre, on ne va pas le forcer. On va laisser plein de pistes comme ça et voir comment ça prend et si ça marche, en essayant de rendre les choses le plus facile possible. Donc ça, c'est ma réponse vis-à-vis des besoins des habitants du quartier, c'est que oui, on essaye de le faire, de les identifier, mais en essayant de se méfier énormément de notre méconnaissance et puis de nos projections, qui sont parfois, enfin même souvent maladroites, en fait. Voilà. C'est par exemple sur la question de la position de la figure féminine plus que de la femme dans l'espace public, ça c'est quelque chose qui nous travaille. On ne sait pas comment y répondre encore. On sait qu'on a un grand jardin derrière, qui pourrait être, éventuellement un endroit où, qui pourrait apporter une forme de quelque chose de réponse. Mais on verra, il faut voir si c'est pertinent ou si c'est pas nous qui sommes en train de projeter un truc complètement, inadapté. Il y a une autre question qui arrive entre-temps, est-ce qu'on arrive à intégrer les habitants à nos projets? Bah, c'est un peu lié à ce que je viens de dire là, c'est-à-dire, oui, on essaye de le faire comme ça. C'est évidemment, souhaité et nécessaire. Après, pendant le covid, on est forcément bloqué, enfin, pendant le confinement, on est forcément bloqué pour ça, même si on l'est moins que certaines administrations et puis que ça prend quand même du temps pour remettre les choses un tout petit peu, un minimum en sécurité et par rapport au risque incendie et compagnie pour pouvoir, juste accueillir du monde. Mais oui, on est sur la bonne voie, je pense. On va clôturer là maintenant. En tout cas, Simon, merci beaucoup. Emma aussi. J'en profite, comme c'est vraiment la dernière conférence, déjà vous remercier, puisque vous avez été nombreux à suivre les différentes conférences durant ce cycle Faire c'est dire. Et puis remercier les personnes sans qui on n'aurait pas pu monter ce cycle. C'est d'abord Arc en Rêve et l'école d'architecture de Lille, d'architecture et de paysage. C'est aussi sur toute la partie technique, enregistrement, retransmission, Anthony et Romain. C'est aussi une première à l'école d'architecture où on enregistre les conférences. Donc toutes ces conférences, je le rappelle, sont visibles sur le site de l'école. Donc ça, c'est une première et c'est quand même un vrai plus. Et puis, les dernières personnes à remercier, c'est évidemment la capitale, sans qui cet événement n'aurait pas eu lieu, avec peut-être plus principalement Caroline Naféji, qui nous a invités à la gare Saint-Sauveur pour monter ce projet des usages du monde. Voilà, merci à tous en tout cas, et encore merci à Emma et Simon pour cette conférence de ce soir. Merci à vous de nous Merci. avoir invités. Et à bientôt. À bientôt.